Nous démarrons donc cette première intervention de la matinée et j'ai le plaisir de vous présenter Maître Laurent Deschaux, Capsan avocat, et Jean-Pierre Boeuf, représentant d'Office de tourisme de France pour la branche des organismes d'office de tourisme et directeur de l'Office de tourisme d'Arles. Voilà. Messieurs, c'est à vous. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à être venus ce matin, puisque je pense que vous êtes 200 ou 250. Donc à 9 h, c'est sûr que pour entendre parler de la convention collective, moi je vous félicite, d'autant plus que je crois qu'il y en a qui sont sortis un peu tard hier soir, un peu au-delà d'une heure du matin, même beaucoup plus. Bravo à tous. Laurent, mon cher Laurent, nous allons faire cette présentation en duo, et puis attaquons tout de suite dans le vif du sujet, pour vous donner un petit peu le cadre juridique dans lequel nous travaillons et bien évidemment pour situer Office de tourisme de France dans ce cadre juridique. Alors vous voyez à l'écran ces espèces de patates là un petit peu avec des flèches un peu partout. Alors c'est vrai que ça semble un peu compliqué, mais comment vous représentez ça? Puisqu'effectivement aujourd'hui nous avons une fédération nationale, Office de tourisme de France, que dans cette fédération nationale, quelles que soient les structures auxquelles nous appartenons, globalement, il y a deux grandes familles. Il y a toutes celles qui, bien évidemment, ont des salariés de droit public, qui ne sont pas concernés par la convention collective. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce qui est, la partie qui est à gauche. Et puis, il y a toutes les entreprises, tous les organismes, toutes les structures qui, elles, sont à la convention collective, et dans ce cas-là, et ça c'est important, on ne le dit pas assez, votre fédération nationale est un syndicat d'employeurs. Pour toutes ces entreprises concernées par la branche, c'est un syndicat d'employeurs. Tous les salariés relèvent donc de la branche de la convention collective. Mais également cette branche, alors pourquoi on parle de branche? Parce que nous ne sommes pas, il n'y a pas qu'Office de tourisme de France qui est dans cette branche des organismes de tourisme, il y a le tourisme et territoire. Je ne sais pas si Véronique Brison, qui était là hier, est là aujourd'hui, en tout cas c'est dans la salle, je la salue, qui siège donc à mes côtés. Et puis il y a toujours dans cette branche tourisme, il y a Destination Région, donc les comités régionaux de tourisme, la Fédération des gîtes de France, et puis j'ai mis autres parce que, sachez-le, vous ne le savez peut-être pas, par exemple, tous les personnels des offices de tourisme à l'étranger, donc offices de tourisme du Maroc, de Tunisie, des États, souvent dépendent de cette convention collective, de notre convention collective. Ils n'ont pas de fédération, mais dépendent de notre convention collective. Voilà. Un mot, Jean-Pierre, pour compléter ton propos. Je vois qu'il a tagué dans le dur. Il ne vous a pas laissé prendre le café. Là, ça y est, on a attaqué. On est sur la branche, le fonctionnement des métiers. Et donc là, il va falloir arriver à vous réveiller. Ça va être compliqué. Juste un petit mot, une branche, vous avez tous compris ce que c'est une branche. Une branche, c'est un groupement, un secteur d'activité dans le cadre duquel on regroupe tous les salariés autour d'une activité. C'est pour ça que là, vous avez les organismes de tourisme, vous avez tourisme et territoire, vous avez tous ces métiers qui sont rattachés aux organismes de tourisme dépendent de la branche tourisme. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a quand même un mouvement de fusion de branches. Donc il est extrêmement important que vous vous regroupiez autour de vos métiers, auprès de vos syndicats d'employeurs respectifs, et que cette branche tourisme, organisme de tourisme, parce que c'est pas tourisme, c'est organisme de tourisme, puisse peser dans l'ensemble des réformes et dans l'ensemble de rédaction des accords. Là, on parle du poids juridique sur la convention collective, parce que c'est ce qui va vous donner vraiment matière à existence demain dans votre mode de fonctionnement et dans votre quotidien. Oui, et pour continuer, parce que c'est vrai que c'est des éléments souvent dont on n'a pas connaissance. Il y avait jusqu'à présent 1000 branches en France. L'État en a supprimé 500, qui étaient ou inactives ou trop petites. C'est assez amusant, mais il y avait la branche des notaires de Nantes, il y avait la branche des guides conférenciers d'Amazonie. Ah oui, non, il y avait des choses assez palpitantes. Donc voilà, donc il y en a eu 500 de supprimés, il en reste 500, et vraisemblablement la volonté de l'État c'est d'arriver à 250. Je ne vous cache pas qu'on fait tout
pour que nous soyons dans les 250 restantes et qu'on ne soit pas regroupés avec une autre branche, même si bien évidemment, et c'est un des rôles de la CPPNI, on va en parler tout à l'heure, nous sommes par la loi, et on y reviendra, obligés de faire ce qu'on appelle des rapprochements de branches et quand même d'envisager les branches avec lesquelles nous pourrions être regroupés. Une petite remarque sur les textes Macron. La loi Macron prévoit aujourd'hui qu'une branche qui n'a pas fait d'accord sur les 18 derniers mois ou qui pèse moins de 5000 salariés est une branche qui doit disparaître, donc qui doit fusionner. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce cas de figure, puisqu'on est à 12 000 salariés, je crois, Jean-Pierre, c'est ça? La branche est à 15 000 salariés 15 000 et OTF en représente 12 000. Alors 15 000 salariés, donc, puisque la branche, c'est la totalité du secteur d'activité des salariés de droit privé. Et pour ce qui est des accords, on va vous le démontrer, mais vous en avez quand même connaissance, on a quand même une belle activité juridique sur ces 2 dernières années. Voilà, alors quelles sont les instances paritaires de la branche tourisme en tant que donc Fédération nationale, Office de tourisme de France? Effectivement, pour faire fonctionner cette branche, on est donc OTF est présente à la CPPNI, à la CPENFP, non j'arrête. Mais c'est pour vous dire ce petit schéma. Et qui a compris? La CPPNI, la CPNEFP, OTF, SPP. Vous avez, alors bien évidemment, l'objectif de ce diaporama, je tiens à le préciser, vous le verrez, il y a des choses qui ne sont pas faciles à lire à l'écran parce qu'il y a beaucoup de texte. L'objectif, bien sûr, c'est que ce diaporama, après, il sera diffusé par Office de tourisme de France et que vous puissiez en prendre connaissance et le regarder. Non, mais ils savent lire, Jean-Pierre, il y a beaucoup de textes. On leur a pas fait un dessin animé. Oui, ça t'as raison. Puis là, j'y arrivais pas à faire le dessin animé avec ça. Donc, par contre, voilà, une des commissions importantes, c'est la CPPNI, anciennement CMP, donc ancienne commission mixte paritaire, qui depuis le mois de juin est devenue la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, qui effectivement est celle qui régit les accords de branche. Mais Office de tourisme de France également est représenté à la CPENFP, donc c'est tout ce qui concerne la formation, la SPP, la section paritaire professionnelle, et l'Observatoire prospectif des métiers. On va y revenir un tout petit peu sur la diapo suivante. Alors sachez juste sur cette diapo-là que la CPPNI, comme Jean-Pierre vous a expliqué, qui est née de la CMP, de la commission mixte paritaire, vous l'appeliez comme ça, cette commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, CPPNI, résulte d'un accord de branche qui a été signé cette année, mais qu'on avait l'obligation de signer au niveau des textes de 2016 ou je ne sais plus 2017. En tout cas, on avait l'obligation de faire un accord de branche de fusion de ces 2 commissions, ce qui n'a pas beaucoup handicapé le mode de fonctionnement de votre fédération, puisque ces 2 commissions se réunissaient successivement dans la même journée. Donc pour ce qui est de notre mode de fonctionnement, on a eu à faire un accord de branche avec les partenaires sociaux, mais c'était relativement simple. Dernière précision, Jean-Pierre vous disait des instances paritaires. Paritaire, c'est clair pour tout le monde, vous savez ce que c'est. C'est d'un côté le collège employeur, de l'autre le collège salarié. Ça veut dire que ce n'est pas le collège employeur qui décide, ce n'est pas le collège salarié non plus, mais tout ça résulte de négociations, de discussions en commission paritaire, CPPNI maintenant, au cours desquelles on élabore des accords, on les rédige, on discute, on négocie et on essaie de faire en sorte que les choses soient le mieux rédigées possible pour vous, même si quelquefois vous déplorez des rédactions complexes. Voilà, alors quelques mots quand même sur ces commissions. Donc la CPNEFP, j'arrive à le dire, presque sans que ma langue fourche. Donc c'est la promotion de la formation professionnelle, comme vous pouvez le voir, en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche. C'est un travail, alors la CPENFP, la SPP et l'OP. MQ, j'y arrive, l'Observatoire prospectif des métiers. Oui, la nuit a été courte. Ah non, c'est dur. Pourtant, j'ai essayé de les apprendre par cœur. Donc ça, c'est un travail que l'on fait notamment à OTF avec Mathieu Daubon, bien évidemment avec AGFOS PME, puisque on va y venir. On a un OPCA, donc au sein de la SPP, c'est l'organe, donc comme vous le voyez, représentatif de la branche au sein de l'OPCA. Vous savez que notre OPCA, c'est AGFOS PME. D'ailleurs, Marjorie Delahaye est ici avec ses équipes et a un stand. Donc je vous invite, si vous avez des questions, à aller la rencontrer. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Donc voilà l'ensemble des commissions sur lesquelles OTF, en tant que syndicat d'employeurs, est obligé d'être et vous représente et représente la fédération.
Quelques mots sur la CPPNI, pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont changé cette année, et ont changé cette année notamment dans la représentativité. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 fédérations, du côté collège, bien sûr collège employeur, plusieurs syndicats du côté collège salarié, et jusqu'à présent, jusqu'au mois de juin, début juillet, chacun avait une voix. Donc la représentativité était d'une voix par fédération, quelle que soit la fédération et quel que soit son poids. La loi travail fait que... Oui, c'est un peu avant. Voilà, ce qu'il faut comprendre là, c'est que dans un mode de fonctionnement où effectivement, que ce soit du côté des salariés ou du côté du collège employeur, on fonctionnait sur cette commission à une voix et sur un consensus général, consensus qu'on a conservé au demeurant malgré les chiffres qui sont affichés au tableau. On est passé sur la base des réformes qui avaient été engagées sur les 2 dernières années à de l'analyse de la représentativité aussi bien du côté collège employeur que collège salarié. Collège employeur, donc au terme d'une longue enquête et d'un long dossier qui a été démarré il y a 1 an et demi, me semble-t-il, il faut demander à Yannick et à l'équipe d'OTF. Un long dossier qui a été fait où il fallait démontrer le nombre d'adhérents, le poids de chaque adhérent, le nombre d'organismes de tourisme représentés. Le même travail qui a été fait par RN2D. Je ne sais plus si Destination Région l'avait fait ou pas. Alors Destination Région ne l'avait pas fait puisque, ouais. Comme tu le disais, moins de 5000 salles, enfin pas moins de, c'est pour la branche, mais Destination Région avait vu qu'il ne pouvait pas être représentatif. Quant à la Fédération des Gîtes, qui aurait peut-être pu être représentative, elle ne siégeait plus pour des raisons internes à la CPP, enfin anciennement à la CMP depuis quelques mois, et elle ne s'est pas manifestée, a priori n'a pas déposé de dossier, ce qui fait qu'on est passé de 4 fédérations à 2 fédérations représentatives, même si bien évidemment, nous, au sein du collège employeur, on a souhaité maintenir le dialogue avec ces 4 fédérations. D'ailleurs, dans la diapositive précédente, j'ai oublié de vous parler de la 3F. À un moment, vous avez dû voir un sigle avec 3F. La 3F, c'est la confédération des acteurs du tourisme qui regroupe à la fois RN2D, Destination Région et Office de tourisme de France, et également au sein de cette instance dont Christian Morizard vous a parlé en introduction et dont on vous reparlera par rapport à son poids, au poids politique qu'elle doit prendre, mais c'est également au sein de cette instance qu'on prend les grands axes on définit les grands axes de ce qu'on va défendre au niveau de la CPPNI, comme par exemple la valeur du point. Ça fait partie des éléments qu'on va discuter au sein de cette confédération qui est la 3F. Donc on revient à la représentativité. Donc vous avez la représentativité employeur qui est affichée, avec toujours un mode de fonctionnement de toute façon consensuel, parce qu'il s'agit de représenter l'ensemble du collège employeur. Et pour ça, il est important que quand vous avez des choses à dire, des souhaits sur le mode de fonctionnement, vous fassiez remonter auprès de vos syndicats employeurs, donc pour ceux qui sont région ou RN2D pour département et OTF pour vous, donc organisme de tourisme. C'est important de faire remonter auprès du collège employeur les rédactions qui ne vous conviennent pas de ce qu'on a établi et tous ces éléments-là, parce que ce sont là vraiment les acteurs qui signent. Avec Jean-Pierre, on essaie de faire au mieux, mais on n'a pas toujours toutes les réalités, tout ce dont vous avez besoin. Et côté salarié, vous avez affiché donc la représentativité avec la CFDT donc, qui est presque majoritaire, 46%, la CGT 27%, FO 16% et CFTC 10%. Non, la CFE-CGC. CFE, oui, voilà. Et sans rentrer dans le détail, vous savez aujourd'hui que si on veut signer un accord, il nous faut 50%. Donc ça vous laisse juste réfléchir à nos possibilités et à nos marges de manœuvre, puisque ça veut dire que sans la CFDT, on ne peut pas signer un accord. C'est juste l'élément quand même dont il faut tenir compte. Et donc aujourd'hui, le poids de la CFDT dans les organisations salariées est celui qui pèse le plus, et c'est avec eux qu'on compose et avec eux qu'on travaille. Alors on ne peut pas signer un accord, mais vous pourriez me dire, mais si on additionne les 3 autres syndicats, effectivement ça fait bien 54%, puisqu'il y a 46 de l'autre. Sauf que sauf de façon exceptionnelle, la CGT ne siège pas à la CPPNI, n'occupe pas la place à la CPPNI, donc par définition, il n'y a
que 3, pratiquement, enfin sur 99% des réunions, il n'y a que 3 syndicats qui siègent. Un seul accord a été signé, c'était celui pour maintenir comme OPCA la GFOS PME. Tout à fait, c'est la seule fois où la CGT est venue. Voilà, c'était mise. Voilà. Bon, c'est un petit peu complexe. Vous en profiterez tout à l'heure si vous avez des questions pour nous interroger sur ce mode de fonctionnement. Je crois que si on doit résumer cette première partie, c'est d'essayer de dire vous avez votre fédération patronale vers laquelle vous pouvez vous tourner. C'est en direct, c'est ces gens-là et Jean-Pierre qui en est le représentant qui établissent, qui construisent, qui rédigent, qui négocient les accords de branche que vous appliquez tous les matins. Si vous ne conviennent pas, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on essaie d'être présent, on essaie de voir de quoi vous avez besoin, mais en fonction de nos obligations légales, parce qu'on a un certain nombre d'obligations, on va y venir, on essaie de faire en sorte d'adapter la réalité juridique à votre réalité de terrain. Tout à fait ça, Laurent. Bon, on rentre dans un petit dessin, parce que le poids de la règle des négociations collectives, la hiérarchisation des normes, la hiérarchie des normes, un truc que j'adore. Jean-Pierre avait peur, il voulait faire des petits dessins, il avait peur de mettre trop de texte, il savait que vous seriez sortis, et donc on a essayé de faire quand même quelques petits dessins. Bon, on va rentrer dans des éléments peut-être un peu plus techniques, tout en essayant de simplifier les choses, qu'au moins vous en reteniez quelque chose, malgré les heures tardives d'hier soir. Vous avez certainement en mémoire que pendant de longues années, on vous a répété qu'on pouvait une forme de hiérarchie des normes avec la possibilité de déroger à une norme supérieure que lorsqu'elle était plus favorable. Donc on avait, on partait des textes européens, on avait la Constitution, on avait les lois, on avait les règlements, on avait la convention collective venant derrière, c'est-à-dire accord de branche, convention collective, les accords d'entreprise dessous, et puis on nous disait toujours un accord d'entreprise peut déroger à un accord de branche s'il est plus favorable. On était sur ce cheminement-là. À partir de la loi Rebsamen, les choses se sont un petit peu modifiées. Avec Macron, ça a continué. Et clairement, le législateur donne un pouvoir nettement supérieur à la branche. Donc on a le triangle d'en haut qui est ce qu'on appelle l'ordre public légal. Ceux qui me posent des questions, on voit ce terme revenir assez souvent dans les réponses que je vous fais. L'ordre public, c'est ces dispositions auxquelles on ne peut pas déroger. Ce qui est établi par le code, et quand vous me dites, oui mais alors je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas passer par... Non, vous ne pouvez pas, l'ordre public est établi, et à partir du moment où vous avez des dispositions d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Il faut que ce soit bien clair, c'est une notion extrêmement importante en droit du travail, en droit en général d'ailleurs, d'un point de vue général. Voilà. En dessous de ce dispositif légal, on a ce qui est permis à la branche de négocier, ou ce que la branche doit négocier. C'est le deuxième petite forme géographique avec la négociation collective qui va déterminer la partie où justement nous pouvons travailler et faire un certain nombre de choses tout en restant dans le cadre légal de l'ordre public défini ci-dessous. Et puis, si nous n'avons pas négocié, si nous ne sommes pas arrivés, ou si le thème ne nous a pas intéressés, il y a des dispositions supplétives. C'est le Code du travail qui prévoit certaines normes qui s'appliquent à défaut d'accord de branche. C'est aujourd'hui l'articulation qui s'applique depuis la loi Rebsamen et confirmée par Macron. Et comme vous pouvez le voir, comme on n'est plus dans un schéma de plus favorable à des hiérarchies des normes comme on l'avait auparavant, on a quelque chose de bien différent avec l'importance et la prédominance de la branche sur un certain nombre de thèmes. Jean-Pierre a quelque chose à ajouter là-dessus ou c'est bon, je t'ai assommé Non, je regardais la pyramide, j'avais essayé de mettre l'obélisque d'Arles, mais c'était trop étroit pour le texte, alors j'ai mis la pyramide. Alors, je vais vous parler du poids de la négociation collective. Alors, vous avez un petit tableau un peu long à lire. Bon, ce qu'il faut retenir... Ça c'était la diapo qui assomme dans le milieu. Mais on n'a pas réussi, on n'y peut rien, les ordonnances c'est un peu compliqué. Moi, Jean-Pierre m'avait dit, il faudrait que tu mettes un nez rouge et que tu fasses rire, mais je suis désolé, je suis arrivé qu'à rajouter une diapositive un peu tristounette. Donc bon, non, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que précédemment, on en avait 11 thèmes où
la branche prédominait avec la loi Rebsamen. On en a deux de plus avec la loi travail et ses décrets qui sont paris, je vous rappelle, samedi matin. Donc on a assez peu de recul sur les dispositions, même si mon service technique a beaucoup bossé dessus et vous avez Florence qui est cachée quelque part dans la salle. Non, ne te cache pas, qui pourra répondre tout à l'heure parce que c'est elle qui a rédigé le support de Capstan qu'on a, qui est à jour de la loi travail, donc on a quand même pas mal d'éléments. Et là vous avez, ce qui est important si vous arrivez à lire en quelques secondes, mais vous avez les éléments majeurs de la négociation et vous voyez combien le rôle de la branche est important. Parce que qu'est-ce qui dépend de la branche aujourd'hui? Dans quel domaine la branche prévaut? Les salaires minimaux, les classifications, les fonds du paritarisme, les fonds relatifs à la formation professionnelle, les garanties collectives complémentaires, c'est la santé, toutes les mesures relatives à la durée du travail. On pourra même travailler sur les cas de recours des CDD et faire évoluer ce qu'on n'a pas fait encore, mais vous voyez, on a un nouveau thème qui apparaît là. Les mesures relatives aux contraintes au CDI de chantier, on s'en fout, on n'en aura pas dans la branche. L'égalité professionnelle homme-femme, on vous a déjà fait un accord. La durée, le renouvellement de la période d'essai, sur lesquels on pourra revenir. Bon, après les autres thèmes, les deux autres thèmes sont de moindre importance pour notre secteur d'activité. Mais on a là, vous le voyez, et vous avez sur le tableau à gauche des éléments auparavant, un renforcement évident du poids de la branche. D'où véritablement l'intérêt que vous pesiez sur votre branche et qu'elle existe, qu'elle rédige des accords, qu'elle soit, c'est très important pour la suite de votre activité. Sur la diapo suivante, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vous avez la prédominance de la branche et ensuite vous avez cette notion de négociation collective qui intervient. Dans toutes les matières qui ne sont pas citées, que je ne vous ai pas citées tout à l'heure, l'entreprise peut prendre des décisions et peut signer des accords d'entreprise. Vous allez me dire dans lesquels, ben vous voyez que ça reste quand même assez limité puisque je vous ai cité tous les grands thèmes du Code du travail. Et alors, est-ce qu'il va y avoir un changement sur la signature des accords d'entreprise qui était un peu compliqué dans notre branche puisque soit il fallait avoir un délégué syndical, soit il fallait faire un accord qui était, sachez-le, qui devait être envoyé à la CMP qui, à ce moment-là, le validait quand on n'avait pas de délégué syndical. Comment ça va se passer maintenant? Alors déjà, la première chose à noter, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a très peu de domaines qui vont rester à l'entreprise, puisque la branche va elle-même établir les grandes lignes, sauf à ce que on fasse rien et on aura des dispositions supplétives, ce qu'on va voir après. Après, en termes de négociation, il y a effectivement de nouvelles règles, un peu complexes. Donc là, on avait hésité à vous faire un slide, finalement, on l'a pas fait, parce que deux d'affilée comme ça, c'était fini, on n'avait plus personne qui suivait. Mais sachez qu'effectivement, même dans les entreprises de moins de 20, vous allez pouvoir établir des accords d'entreprise quand vous resterez dans les thèmes non couverts par la branche. Et il y a effectivement une grande ouverture à la possibilité de négocier. Enfin, c'est un peu hypocrite comme vision, parce que juridiquement vous pourrez négocier, mais il ne vous reste plus beaucoup de thèmes sur lesquels vous pourrez le faire. Donc, le législateur, oui, c'est pour ça que quand on entend beaucoup de gens qui rouspètent sur la loi travail, il faut la regarder d'un peu plus près avant de penser que finalement on a maintenant laissé la grande ouverture aux entreprises. Peut-être que pour les gros groupes, ça va laisser des marges de manœuvre importantes. Pour les petites structures, vous aurez la possibilité de le faire, mais bon, sur des thèmes comme la durée du travail, par exemple, dans votre secteur d'activité, on va le voir quand on va faire défiler les accords, vous avez déjà tous les outils nécessaires. Il ne paraît pas très utile d'aller négocier un accord d'entreprise, par exemple. Le dernier élément qu'on voit là, c'est qu'il y a des thèmes qui ne sont pas prévus comme, comment on peut dire, qui prévalent au niveau de la branche de par la loi, mais que la branche peut déterminer, peut choisir comme thèmes majoritaires, qui sont la pénibilité, l'insertion professionnelle, les seuils d'effectifs de DS, les primes pour travaux insalubres. Je ne sais pas si ça aura beaucoup d'intérêt et si on travaillera dessus demain. C'est un peu récent pour que OTF ait pris une décision là-dessus. Mais vous voyez bien que quand on a réuni les 13 thèmes tout à l'heure, plus ces 4 là, il ne restera quand même pas énormément de choses aux entreprises pour modifier finalement l'ensemble de ce dispositif. Et c'est pour cette raison que le poids de la branche est particulièrement important. À la prime pour les travaux insalubres, avec le travail qu'on a fait sur la loi NOTE l'an dernier, c'est dommage qu'on ne l'avait pas. Alors Jean-Pierre voulait en savoir un peu plus sur la négociation. Donc je vois que tu n'avais pas révisé, c'est bien dommage. Parce que ça fait 24 heures que ce slide est prêt.
Et donc au niveau de la branche, et oui, hier tu es sorti, c'est compliqué. Alors celle-là, je la découvre. Bah oui, la loi est parue au journal officiel samedi, donc le temps qu'on fasse le slide, ça fait 24 heures qu'il est fait, tu aurais dû le réviser mon cher ami. Et donc, non, tout ça juste brièvement pour vous rappeler que voilà les thèmes que nous avons qui sont obligatoires d'ordre public. Vous voyez ce petit mot, ces deux petits mots que je vous ai déjà donnés tout à l'heure. Négociation quadriennale, les salaires, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la gestion prévisionnelle des emplois, les travailleurs handicapés, enfin le travail handicapé, la formation professionnelle, la négociation quinquennale, classification, épargne salariale. Bon, voilà des thèmes, le temps partiel, voilà donc des thèmes qui dépendent de la branche. Toujours dans ce schéma-là, la branche, il faut savoir que la branche peut aller au-delà de ces thèmes-là et peut organiser par ce qu'on va appeler un accord de méthode, sous réserve des dispositions qu'on a vues tout à l'heure d'ordre public, les thèmes de négociation, la périodicité, le contenu. On rentre dans des éléments un petit peu complexes, mais donc au-delà de ces thèmes-là, la branche peut elle-même organiser sa façon de négocier avec les partenaires sociaux. Mais quand même, pour vous dire, aujourd'hui, le poids qui est donné à la branche et le travail qui est fait, il y a 3 ans, on faisait un peu moins de 5, 6, 7, 8 réunions par an. On a doublé, presque triplé les réunions de CPPNI que nous avions par rapport à il y a 3 ans. Et on a presque même un embouteillage des thèmes obligatoires, puisque les journées ne font que 8 heures ou 10 heures, et qu'on a du mal à aborder tous les thèmes qui s'abordent. D'abord, au sein du collège employeur, parce qu'on a une réunion du collège employeur, puis ensuite on se réunit en commission paritaire, où là on est l'ensemble des membres de la CPPNI avec le collège salarié. Et on a du mal alors on le fait, on travaille à marche forcée, mais à aborder tous les thèmes, c'est vraiment une charge lourde qui est donnée à la branche aujourd'hui. Et Jean-Pierre signe 3 ou 4 accords par an quand même, alors qu'avant on n'enseignait pas. Donc il y a des accords qui sortent. Alors, il y a des choses que vous ne voyez pas, comme je disais tout à l'heure sur la fusion de la commission mixte paritaire, mais il y a des choses qu'on voit, comme quand on a fait celui sur le temps partiel. Donc, alors si vous avez bien compris le cheminement que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'ordre public et puis les dispositions supplétives si on n'avait pas négocié, oui il est là, ouais, c'est bon. Vous avez là les dispositions un petit peu supplétives. À défaut d'accord de méthode conclu par la branche, voilà les thèmes, comment les thèmes de négociation doivent s'organiser. Tous les ans, les salaires, que ce soit minimum au SMIC ou pas, mais la valeur du point, hein, si je simplifie pour vous, c'est la valeur du point, avec une obligation de négocier. Une obligation de loyauté aussi, de faire des propositions qui tiennent la route. Mon cher Jean-Pierre, ça te rappelle quelque chose? La notion de loyauté dans la négociation. J'ai droit à un joker. Tu as droit à ton joker. Mais donc, le collège employeur doit proposer quelque chose. Le collège salarié accepte ou n'accepte pas. Hein. Cette notion de négociation est importante. Négociation triennale, égalité professionnelle, hommes-femmes, conditions de travail, gestion prévisionnelle des emplois, travailleurs handicapés, formation professionnelle. Bon, sachez qu'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, c'est fait. Formation professionnelle, apprentissage, c'est fait, mais par contre, on n'est pas à jour sur la gestion prévisionnelle des emplois et sur les travailleurs handicapés. On a 2 accords là qu'on devrait avoir fait, on n'est pas à jour, on est dans les choux déjà depuis un moment. Sur 5 ans, négociation quinquennale, classification épargne salariale, là aussi on est dans le chou. Classification, il nous faut absolument mettre à jour l'accord de classification qui avait été travaillé et qui restait en plan. Épargne salariale, c'est en cours. Temps partiel, là par contre on est à jour, on a un accord qui fonctionne, qui peut certes être amélioré, mais en tout cas on est au moins à jour, on verra ce qu'on en fait après. Je te laisse la parole. Oh, merci. Alors bien évidemment, on arrive à ce point d'étape pour vous présenter le guide commenté de la Convention collective nationale. Alors vous connaissiez l'ancienne édition, et bien évidemment, l'ancienne édition, elle devenait obsolète. Par ailleurs, entre la première édition et cette édition que vous avez là, que vous pourrez trouver tout à l'heure, que vous pourrez acheter sur le stand d'OTF, enfin, si vous pouvez, on en a quelques centaines d'exemplaires qui sont là, plusieurs choses. D'abord la remise à jour de tous les textes, hein, puisque
ce document a été mis à jour au 1er août 2017. Et puis surtout, la richesse de l'expérience qu'on a acquis, que OTF a acquis avec Capstan, et grâce à Capstan, avec plus de 1000 questions répondues en 3 ans, je crois que c'est ça, plus de 1000 questions répondues en 3 ans, non plus que ça même. Enfin bref, et donc l'ensemble de ces questions qui bien évidemment, vous le pensez bien, viennent par type, ont permis de nourrir tous les commentaires qu'il y a dedans. C'est-à-dire c'est ça la richesse, c'est pas simplement la compilation des textes, c'est les commentaires qui y sont faits, suite d'abord aux travaux bien évidemment de la CPPNI, aux échanges qu'on a au sein de la CPPNI, et puis bien évidemment à vos questions et aux réponses qui vous sont apportées. Voilà. C'est un travail conjoint avec d'une part nos travaux en commission paritaire parce que on tient compte de l'ensemble de nos discussions, y compris pour les accords, enfin précisément même surtout sur les accords qu'on a signés, parce que ça veut dire que connaissant les débats avec Jean-Pierre, ben, on sait ce qu'on a voulu dire, parce que quelquefois, ben oui, c'est mal rédigé, ça fait partie de la négociation, hein, des fois on se bat sur 2 lignes, c'est comme ça, mais nous on sait ce qu'il y a derrière. Ça tient compte donc de l'ensemble des accords à jour. Et ensuite, il y a une prise de recul chez nous, chez Capstan, puisque on a une collaboratrice qui est spécialisée, qui est présente aujourd'hui, qui se cache dans le noir. Florence, encore, j'essaie de la réveiller. Et il faut savoir que c'est elle qui a compilé absolument tous nos textes, toutes ces questions que vous nous avez posées, et qui a établi le document que vous avez là. Donc tout à l'heure, on sera tous les deux à votre disposition pour toutes les questions. Peut-être que Jean-Pierre viendra un peu nous voir. On ne sait pas s'il ne trouve pas un atelier café ou dégustation de vin pour nous abandonner, mais si on arrive à le garder avec nous, il va être un peu là, et ben, vous pourrez en profiter pour nous poser toutes vos questions. Mais on a essayé d'être le plus concret, le plus proche de vos préoccupations, parce que au-delà de la mise à jour de l'ensemble des accords de branche qui étaient faits, il fallait que ce truc-là soit un peu lisible et pratique pour vous que vous arriviez à travailler. Et puis comme on l'a déjà dit, on le redit, la loi donne de plus en plus de pouvoir aux branches, donc vous voyez, ce guide prend encore il en avait déjà beaucoup, mais prendra encore plus en plus d'importance parce que la branche sera essentielle. Voilà, donc vous présentez ce livre maintenant, pourquoi? Parce que maintenant on va vous parler des accords de branche qui ont été signés. En fait, la question maintenant est de savoir si Jean-Pierre a bien travaillé. Voilà. Maintenant, vous avez un petit bulletin de notes qui vous a été remis et vous allez regarder combien d'accords de branche notre ami Jean-Pierre a travaillé, façonné, négocié, je sais pas trop. Mais entre le temps partiel, la désignation de l'OPCA, la couverture santé obligatoire, la formation professionnelle, la rémunération du contrat d'alternance, là où il y avait des choses à voir, l'égalité homme-femme, les commissions paritaires, j'éviterai la valeur du point qui est un point délicat. Il y a eu quand même beaucoup d'accords qui ont été faits et avec des contenus variés. Et donc c'est le moment de noter Jean-Pierre. Je vous en prie, allez-y. Merci Laurent, mais comme vous l'avez compris, c'est une commission. Si même à un moment j'appose la signature sur l'accord de branche en tant que représentant d'OTF, c'est un travail qui est fait d'abord avec l'équipe d'OTF, qui est fait avec les autres fédérations, et RN2D particulièrement en tourisme et territoire, et malheureusement pas les gîtes, je ne vais pas revenir là-dessus, et puis qui est fait bien évidemment, c'est paritaire avec les syndicats, et c'est un vrai travail de négociation, d'échange, bien évidemment. Hein, eux représentent le collège salarié, nous représentons les employeurs, donc forcément on n'a pas toujours les mêmes points de vue, mais en tout cas on a le même sens commun, c'est que notre objectif, c'est d'arriver à faire vivre cette branche et à faire en sorte que les salariés se trouvent bien dans les entreprises et que les entreprises puissent, elles, travailler avec leurs salariés. Donc je pense que là, on a ce sens commun pour avancer, ce qui fait qu'effectivement, s'il y a quelques années, il y avait un blocage complet des accords de branche, je pense qu'il y a eu 1 année et demie où il ne s'est pas signé un seul accord de branche. Aujourd'hui, oui, même plus que ça, peut-être bien 3 ans. 3 ans sans accord. 3 ans sans accord de branche. On commence en 2014 avec l'accord sur le temps partiel, et à l'époque, les négociations étaient bloquées avec la CFDT. Oui, effectivement. Par exemple, sur le temps partiel, je crois que on en était à la 17e mouture, quelque chose comme ça, avant qu'on arrive à quelque chose, mais qu'on reprenne également une autre forme de dialogue avec nos partenaires. Et aujourd'hui, effectivement, nous signons des accords de branche. On est une branche qui vit.
le représentant du ministère du Travail, puisque c'est une commission paritaire qui préside les CPPNI, est plutôt très très satisfait de la façon dont cette branche et dont notre branche vit. Il nous le dit d'ailleurs régulièrement. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au sein de cette commission. Et puis surtout, n'hésitez pas, parce que bien souvent, on s'adresse à OTF lorsqu'on a une question juridique qui nous est propre, mais nous, parfois, ce qui nous manque, c'est des remontées. C'est pas forcément des questions, c'est nous dire, tiens, on constate que ça fonctionne pas. Ou là, on a une interrogation sur... Je discutais hier avec une de nos collègues qui me parlait de son problème sur les guides conférenciers en langue allemande, le problème de la formation des guides conférenciers en langue allemande. Ça fait partie des points qu'on va peut-être pas cela abordé à la CPPNI, mais à la CPENFP. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des points de fonctionnement qui bloquent, à nous faire remonter de l'information, à OTF, à Christophe Marchais, et puis nous, tout ça va nourrir, va nous permettre d'avancer et d'avancer pour vous. Et de la même façon, quand vous interrogez, vous posez vos questions juridiques en matière sociale, quand vous posez vos questions, ça nous permet aussi de nous aiguiller à la lumière de vos questions sur ce qui n'est pas clair dans les accords et dans ce qu'on a rédigé. Et ça permet à OTF et à l'équipe d'OTF, avec Jean-Pierre et Christophe, de savoir dans quelle direction, et avec leur président, dans quelle direction ils vont orienter les travaux. Parce que c'est vrai que c'est par ces remontées, par ces questions, par ces interrogations qu'on arrive à voir les faiblesses finalement de nos accords. C'est comme ça qu'on voit ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. Parce qu'au-delà de la base finalement que vous allez trouver dans le guide, vous allez dire, oh, tiens, bon, ils ont voulu dire ça, ça va, j'ai compris, la modulation, ça fonctionne comme ça fonctionne autrement, le temps partiel, les heures complémentaires, ça fonctionne comme ça. Bon, puis tout d'un coup, on va voir apparaître des questions. Et très honnêtement, c'est relativement facile parce que les questions, après, ça va être toujours les mêmes. Donc quand je vois arriver 10 fois la même question, ben, manifestement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sinon, vous ne poseriez pas tous la même question de la même façon. Bien, alors on va passer assez vite sur les accords. Non, puisque non, là on inverse. Là. Tout à l'heure c'était toi qui étais noté et maintenant ils vont prendre un petit bloc et ils vont répondre. On va les interroger. Ah, t'as raison. Alors, on va les interroger sur le temps partiel. Le temps partiel, ça fait quand même 2 ans qu'il est en vigueur, l'accord. Vous le connaissez tous par cœur, non? Oh là, il y a tout le monde qui dort. Oh. Bah, distribuez les copies s'il vous plaît là-haut. Le président, c'est vous qui ramassez les copies, comment on fait? Parce que là, il va falloir un peu savoir qui suit. Hein. Regardez-le, c'est vrai que souvent je me rends compte, tout simplement, même dans ma région, en discutant avec mes collègues, hein, qu'on a signé des accords, que malgré le lourd travail qui est fait par OTF pour communiquer ces accords, ils ne sont pas connus. Ou alors ils mettent un certain temps à être connus, alors, comme celui sur le temps partiel, qui est vraiment très important. C'est la première fois, par exemple, sur le temps partiel qu'on a réussi à inclure le temps partiel des guides. Pour tous ceux qui ont des guides, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais prenez connaissance des accords consignes, parce qu'à un moment, ils ont valeur de loi dans notre branche et ils s'appliquent. Voilà. Alors, je le constate régulièrement, même quand on fait des formations au niveau de la région. J'en ai fait une au niveau de la FROTSI la semaine dernière, j'en refais une la semaine prochaine. Et que ce soit bêtement les questions que j'ai eues, enfin qui ne sont pas du tout bêtes du tout, mais les questions que j'ai eues, ce que je veux dire, c'est que c'est sur le temps partiel. Est-ce que tout le monde a bien conscience qu'on peut faire des heures complémentaires dans la limite du tiers? Quelle est la limite minimale? Que ces heures complémentaires sont payées, majorées? C'était pas si évident. Il y a des questions comme ça, finalement on se rend compte que vous ne savez pas. Toujours sur la durée du travail, pourtant c'est un accord qui est très vieux, qui est un accord de mars 99. Vous avez bien conscience que l'annualisation n'est pas possible. C'est la modalité 5. Vous avez 5 modalités spécifiques d'organisation du temps de travail qui sont plutôt pas mal faites, alors que j'étais pas là, c'est dommage. J'aurais préféré dire qu'elles n'étaient pas bien, mais elles ont été très bien faites à l'époque. Et par contre, on a une modalité 5 qui prévoit une modulation sur 8 mois, pas 12 mois. Bon, ben, régulièrement, je vois des accords, des pseudo-accords sur 12 mois, alors, et on me dit non, mais dans l'accord de branche, c'est prévu. C'est pas prévu. Il faut vraiment que vous ayez connaissance de ça. Dans les questions que j'ai eues aussi, c'est sur la couverture santé. D'aucuns n'avaient pas compris le régime des dispenses. Le principe, c'est que tout le monde doit être couvert en matière de santé et qu'on ne peut pas partir comme ça et dire non, mais parce que telle ou telle personne, on n'est plus dans l'ordre là, mais on est sur l'ensemble des accords, peu importe.
il faut vraiment que vous alliez voir les accords, que vous alliez. C'est pour ça que le guide a été fait pour ça, OTF est fait pour ça, pour vos questions. Et à la limite, vous ne savez pas, interrogez OTF, faites passer une question, on vous répondra, on vous dira voilà, ça fonctionne comme ça. Et dans votre fonctionnement avec OTF, c'est vraiment fait pour ça. Donc faites-le, utilisez-le. Et sur la couverture santé, sachez que la branche a recommandé l'IPSEC. L'IPSEC est présenté à un stand. Je vous invite à passer les voir. Il y a aujourd'hui 2 options qui ont été recommandées. Enfin, l'IPSEC propose 2 options suite à la demande de la branche. Et je vous le dis, une 3e option aujourd'hui sera proposée. Alors, pour ceux qui sont adhérents à l'IPSEC déjà, ils pourront la prendre dès janvier 2019. Le temps est un peu court, mais pour ceux qui ne sont pas encore adhérents à l'IPSEC, soit ils auront le temps de dénoncer l'accord qu'ils ont avec la couverture santé qu'ils ont aujourd'hui avant le 31 octobre. C'est sans doute un peu court parce que je pense que l'IPSEC n'aura pas sorti ses documents promotionnels, en tout cas pour les non-adhérents, mais en tout cas vous aurez le temps de la réflexion en 2018 pour prendre l'option 3, qui est vraiment une assez belle option, à partir du 1er janvier 2019. Effectivement, on est un peu court. Je viens à peine de recevoir les éléments pour faire la première mouture de l'accord de branche, mais je présenterai à la prochaine CMP une première rédaction. À la prochaine CPPNI. CPPNI, CMP, enfin même, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'ils savent comment ça se passe? Est-ce qu'ils connaissent cette notion amusante d'accord martyr? Parce que vous savez ce que c'est qu'un accord martyr. Quand on est arrivé en branche à établir les grands principes d'un accord, généralement, j'ai l'honneur de rédiger un accord qu'on va appeler l'accord martyr. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'à la commission suivante, je me fais assassiner avec tout ce que j'ai écrit qui est mauvais. Tout ce qui est écrit, tout ce qui a été fait, on me dit que c'est pas bon, c'est mal rédigé, la virgule n'est pas au bon endroit, j'ai pas compris ce qu'il s'avait dit. Et en fait, c'est de ce débat que naît l'accord définitif, qui bien souvent, sachez-le, est assez proche du projet Martyr qu'on a largement critiqué les 2 premières heures de réunion. Mais ça permet le débat, vous savez, c'est comme l'arbre à palabres en Afrique. Un peu, il fallait permettre à chacun de s'exprimer, de dialoguer, c'est la notion de dialogue social. Aujourd'hui, il nous faut 4 à 5 moutures à partir de l'accord martyr pour arriver à un accord. Alors, je vois le temps passer, on a la maîtrise du temps à gérer, on a le temps, il n'y a pas encore le café. On a commencé malheureusement avec un quart d'heure de retard, donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance. Et pour ça toi, mon cher Laurent, ce que je raconte là. Si ça m'intéresse, si ça m'intéresse, mais moi je voudrais que tu me parles. Soit ils sont endormis, soit ils sont passionnés. Je ne sais pas, comme je ne vois pas avec le noir, j'arrive pas à voir s'ils sont endormis ou passionnés. Non, ils sont passionnés, moi je vois leur tête, ils sont passionnés. Non, ce que je voudrais, c'est qu'on avance un petit peu sur les accords et puis surtout qu'on arrive à la partie, à la dernière partie là sur les ordonnances de la réforme de la loi travail. Où non, il y a peut-être plus grand chose à dire. Non, sur la loi ordonnance. Mais après sur l'accord, sur les accords, si tu as précisé qu'on a un accord sur la formation professionnelle qui a été très fait. Important. Alors chaque fois, ça aussi c'est pareil, je vois qu'on l'a mis sur le slide, chaque fois dans vos questions et dans la façon de procéder, on va vous renvoyer à la page du guide où il y a l'accord et l'explication. On vous a rajouté, on ne l'a pas dit tout à l'heure, un lexique aussi dans le guide pour essayer de faciliter vos recherches, pour aller plus vite, pour être plus pratique. Bon là sur la formation, vous avez les éléments principaux, c'est le rappel de l'importance du plan de formation, de la notion de professionnalisation avec la notion d'insertion ou de certification professionnelle avec des diplômes, la réactualisation des notions relatives à l'apprentissage. C'est les éléments habituels et les outils de formation que vous avez habituellement qu'il fallait réactualiser, avec les éléments de salaire aussi qui n'étaient pas à jour. Bon, tout ça c'est à jour avec un accord qui est très complet, qui ne change pas fondamentalement votre mode de fonctionnement, mais qui est au moins à jour et très bien fait par rapport à l'ensemble de vos obligations légales. Et puis l'accord sur l'égalité professionnelle homme-femme, voilà, accord important. Vous enverrez le texte qui est vraiment très large et très complet. On est parti sur le mot de George Orwell que tous les hommes et les femmes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Bon, c'était pour rire. Hein. Bon, ça plaisait pas à Jean-Pierre, ça. Donc j'ai pas pu le mettre dans les principes et puis les partenaires sociaux n'ont pas voulu non plus.
Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, un accord important. Je vous invite à le découvrir dans le détail, puisque ce serait un peu complexe de l'aborder là. Et puis, les Pour ceux qui n'ont ordonnances. pas compris, on ne peut pas discriminer les femmes ni au recrutement, ni sur les salaires. J'avais eu cette question sur le premier congrès auquel j'avais participé, s'il était possible de payer moins que le minimum conventionnel. Alors je m'étais dit que peut-être aujourd'hui on me demanderait s'il était possible de payer moins une femme qu'un homme pour un même poste. J'espère que vous avez compris. Non, au-delà de la note d'humour et de tout ce qu'on soulève avec ça. Tout à fait. Mais on est arrivé, on peut arriver à des points, vous allez voir, c'est anecdotique, mais par exemple, vous savez que globalement, il n'y a pas une annonce de recrutement en France qui est faite, y compris celle qu'on voit passer dans la Gazette officielle par nos structures, qui est bonne. Puisque si parfois on met directeur homme-femme, il faudrait mettre directeur, directrice. Mais ensuite, dans le texte, tout est au singulier. Alors qu'en fait, sur le profil, on devrait tout mettre au singulier, au masculin. On devrait mettre au masculin et au féminin, systématiquement. On s'est amusé sur une rédaction de l'accord à un moment, puisque c'était une demande, notamment sur l'accord égalité homme-femme. Sur l'accord égalité homme-femme. Ils m'ont tout repris, il fallait partout il y a des paragraphes, on a quasiment abandonné. On n'y arrivait plus, c'était incompréhensible. On n'a pas abandonné, on me l'a fait refaire 36 fois. Ça a été lourd, ça a été lourd. Mais voilà, c'est pour vous dire, il y a vraiment, ça va il y a des choses qui vont très très loin, il y a des choses qui sont très très bien, il y a des choses qui sont complexes, mais voilà, par exemple, il n'y a pratiquement aucune annonce qui est faite en bonne et due forme par rapport à l'égalité homme-femme. Voilà. Les ordonnances de la réforme du travail, très vite. Non, pas très vite. Bah, très vite, oui, ça sera forcément très vite, c'est compliqué. On a des textes, on avait des projets de loi jusqu'à la semaine dernière. Vendredi soir, la parution des textes définitifs. Samedi dernier, au JO, leur publication. Certains décrets même récents du 26. Je ne sais pas si j'ai pas regardé aujourd'hui si on avait des éléments nouveaux. Petite info, vous avez une application Capstan News qui est téléchargeable gratuitement sur vos iPhones et autres Android, sur lequel vous avez les mises à jour en direct de la loi travail. Donc ça sera encore plus à jour que que les quelques remarques que je vais vous faire là. Donc très facile, vous allez sur votre appli, vous le téléchargez Capstan News et vous aurez les derniers textes, les dernières remarques que notre service technique met à jour vraiment à l'attention de nos clients et de ceux qui nous suivent. Et alors, vraiment l'appli, enfin je ne veux pas lui faire jeter de fleurs, mais l'appli est parfaite pour nous parce que c'est une appli mobile, donc les textes sont courts, ce qui fait qu'on voit déjà le titre, on voit déjà les 5 premières lignes d'explication, on voit si on est concerné, si ça nous intéresse ou pas, puis après effectivement il y a des détails derrière, mais vraiment c'est une appli très sympa. Je l'ai téléchargé là voilà, modalité d'élaboration à l'accord avec le CSE, recours aux experts, précision sur les modalités financières, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'articles, c'est vraiment très très bien fait. Alors c'est pour ça, Jean-Pierre, quand tu me dis cours, on va expliquer, donner quelques petites notions, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir entrer dans la loi travail. C'était un peu un choix, hein, où on vous faisait un exposé de la convention collective et du mode de fonctionnement, où on rentrait dans la loi travail. On en parlera tout à l'heure en atelier si vous voulez, mais là c'est un peu complexe. Vous l'avez compris, on en a déjà parlé tout à l'heure, le principe, un des grands principes, pas le principe, un des grands principes de la loi travail, c'est le renforcement de la négociation collective, avec cette importance des nouvelles règles de négociation, avec quelquefois même la prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail en matière de durée d'organisation de travail, de rémunération, de mobilité géographique. Ça veut dire que là, par exemple, il y a des axes, quand vous êtes dans vos négociations loi NOTRe et dans vos fusions, il y aura des axes de travail importants, puisque l'une de vos difficultés majeures, c'est le problème de la mobilité quand vous voulez déplacer votre personnel d'un bureau d'information touristique qui a été absorbé par un office majeur, enfin je ne sais pas comment les appeler. Voilà, donc à partir de là, on a ce problème-là. Bon, bah, sur certains offices, on aura peut-être la possibilité de faire office de tourisme intercommunautaire, on aura la possibilité de faire des accords d'entreprise et de gérer ce de gérer ce problème de mobilité, alors que jusque-là on était coincé avec certains contrats de travail qui verrouillaient tous les déplacements et qui empêchaient tous les déplacements. Donc là on a un axe important dans la loi travail, un outil important qui va pouvoir vous servir.
Et je veux revenir à sa petite appli, parce que je la trouve vraiment très bien, qui est complémentaire de tout ce qu'on peut faire pour vous. J'ai vu passer, alors très rapidement, je crois que c'était sur les accros, il y avait une question sur le télétravail. Ben là, le télétravail, il y a un article avec le projet d'ordonnance relatif au télétravail. Voilà. Donc ça vous donne déjà des éléments en direct pour ceux qui étaient intéressés, par exemple. Et puis ça évitera les mauvaises réponses sur les accros qui partent dans certaines directions, mon cher Jean-Pierre. Joker. Ouais, je pense que posez vos questions à OTF, c'est tellement plus facile et vous aurez des réponses approuvées au moins. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus sûr comme information. Les accros, ça permet d'échanger, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours juste. Mais au moins, ça permet d'échanger. Joker, tu as raison. Joker. Échangez tant que vous voulez, tant que ça n'a pas de valeur juridique, c'est bon. On a dans toutes ces ordonnances, on a un certain nombre, beaucoup de dispositions sur le dialogue social. Vous l'avez déjà un peu vu, avec une nouvelle institution, le CSE, qui va suppléer aujourd'hui au délégué du personnel, à la DUP et au CE. Bon, on a un petit truc amusant là qu'on va devoir se poser comme question, puisqu'en théorie, vous avez les délégués du personnel à partir de 5 salariés. Oui, mais le CSE, c'est à partir de 11. Est-ce que ça veut dire que demain, nous allons prendre comme position politico-sociale qu'on ne met plus en place, à partir du 1er janvier prochain, on ne met plus en place de délégué du personnel, puisque d'abord l'institution n'existera plus. Et chose amusante, par contre, le CSE, lui, il va exister, mais à partir de 11 salariés. Bon, ça m'amuse un peu comme thème, mais je pense que c'est la réponse qu'on va faire. C'est une réflexion qu'on mènera avec notre service technique pour savoir qu'est-ce qu'on vous répond. Mais moi, j'ai envie de dire que à partir du 1er janvier 2018, cette disposition de la convention collective, elle va devenir obsolète. Et donc, les petites structures entre 5 et 11 n'auront pas nécessairement à faire des élections, puisque le CSE, c'est 11 salariés, hein, donc c'est pas magique. Hein. Donc, vous voyez, voilà, on a un certain nombre d'éléments comme ça, sur lesquels on va pouvoir s'amuser un petit peu. Je passe à la suivante. Ouais, je sais plus où on en est. J'ai pas résisté à vous mettre ce petit schéma. Non, mais il y en a une avant, là. Il y en a une avant, parce qu'il y a un truc que je veux dire. Je passerai pas sur tous les décrets, mais il y a un truc important. Il y a la revalorisation des indemnités légales de licenciement. On va pas tous les placer. Les principes, là, plafonnement des dommages et intérêts, vous en avez entendu parler. Donc ça, vous avez un tableau. Quelques petites règles différentes en matière de licenciement, avec la possibilité dans les semaines, jours qui vont venir, d'avoir un modèle de notification de licenciement et de compléter la lettre de licenciement j'essaye de le suivre, postérieurement à la procédure, alors que jusque-là, une fois qu'on avait la lettre de licenciement, elle fixait les limites du litige et c'était irrévocable et c'était à la vie à la mort, donc une petite ouverture. Et surtout, le reste je passe un petit peu, mais surtout la revalorisation des indemnités légales de licenciement qui sont de 25% du salaire mensuel pendant 10 ans et un tiers au-delà de 10 ans. Ce qui signifie que l'indemnité conventionnelle, qui était jusque-là tout le temps plus favorable, ne sera pas nécessairement plus favorable dans toutes les hypothèses. Donc là, il y a quand même un petit élément nouveau là-dessus, et qui date de, je crois que le décret est du 26 ou 27 septembre, c'est ça, Florence? Ouais. Donc vraiment, disposition tout à fait nouvelle. Et puis j'ai pas résisté à vous mettre ce petit schéma, parce que faire un dessin animé, je vous l'avais dit. Hein, ah oui, j'ai essayé. Ça s'appelle le schéma simplifié sur les ordonnances de la réforme du Code du travail. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc Jean-Pierre va vous l'expliquer, puisqu'il a tenu. Bon, alors en même temps, ça n'a plus d'intérêt, puisqu'aujourd'hui, les textes sont parus au journal officiel. Mais bon, voilà. Voilà. Jean-Pierre va vous l'expliquer, c'est ça, non? On laisse tomber ou tu passes au slide suivant? On laisse tomber. Alors, les accords de branche à venir. Laurent. Alors, les accords de branche à venir, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et Laurent reprendra, donc, nous avons déjà signé beaucoup d'accords de branche, mais il y en a effectivement
beaucoup d'autres sur lesquels nous devons intervenir, que ce soit la GPEC, les travailleurs handicapés, la classification, l'intéressement, la participation, par exemple, et puis d'autres dossiers. Alors, on y reviendra après sur les autres dossiers. Je te laisse compléter sur les accords à faire et sur ceux qui d'ailleurs n'ont plus lieu d'être. Comme vous voyez, quand on a fait ce diaporama, c'était il y a très peu de temps, encore l'ordre public de branche, mais on a tenu à le laisser pour vous expliquer pourquoi ça n'y est plus. Après la loi Rebsamen, on avait l'obligation, et le ministère du Travail qui participait à la commission paritaire nous avait mis en demeure avant le 31 décembre de faire un accord sur les thèmes que la branche allait définir comme des thèmes dominants et dans lesquels elle allait prévaloir sur l'ensemble des dispositions conventionnelles. Et puis cette disposition n'a plus lieu d'être puisque la loi travail a annulé cette notion d'ordre public de branche. Je crois que les thèmes, on les a déjà cités tout à l'heure. Hein. Salaire, bon, bah, vous savez que tous les ans on doit négocier. On négocie, on y arrive pas, ça c'est autre chose. La gestion prévisionnelle des emplois, là par contre on a un accord à faire. Travailleurs handicapés, on l'a pas fait. Classification, il est en cours. Intéressement, participation, compte épargne-temps, les travaux sont lancés. Voilà, ça veut dire combien de temps ça va prendre, ça c'est d'autres choses. Mais à la prochaine commission, j'aurai un accord martyr sur le CET. Donc sans doute un accord dans le courant, voilà. Enfin on l'espère, de l'année 2018. Et l'autre accord, donc on n'a même pas évoqué en commission paritaire, hein, puisque entre-temps il y a le Congrès, c'est de se poser la question d'un accord de méthode. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aujourd'hui d'établir un accord sur nos calendriers de négociation et ce qu'on veut faire. Alors on le fait presque dans les ordres du jour, on met chaque fois ce qu'on a à négocier, mais vous voyez bien que là il y a un gros boulot de la branche. Et encore une fois, on radote un peu, hein, mais soit on avance sur ces accords et on arrive à faire vivre votre branche au niveau social, soit on n'y arrive pas, et si on n'y arrive pas, vous disparaîtrez. Et puis rapidement, quelques autres dossiers sur lesquels la branche travaille, alors pas forcément, alors au niveau de la CPPNI bien sûr sur le suivi de la couverture santé, mais pas simplement. On travaille actuellement sur une charte de déontologie, à la demande d'ailleurs des grands offices de tourisme et notamment de l'Office de tourisme de Paris. Donc on est là encore sur une rédaction martyre sur cette charte. Alors c'est charte de déontologie à l'attention bien sûr du personnel de l'Office de tourisme et des relations de personnel avec le prestataire. Quand vous vous trouvez dans des structures où vous avez des accords commerciaux importants, ben oui, il est important sans doute de pouvoir faire signer à l'ensemble de ses salariés, à l'ensemble de ses cadres, à l'ensemble de ses prestataires, un certain nombre de règles qui sont peut-être pas toujours évidentes. Voilà. Donc là, on est sur... tu peux peut-être préciser, Laurent. C'est la Cour des comptes qui a demandé à certains offices s'ils avaient une charte de déontologie. Donc là, pour le coup, ben voilà, le dossier est remonté à OTF et on est en train de travailler sur le sujet. On n'établira pas un truc de 52 pages avec 325 articles. L'idée est d'établir en quelques pages quelques grands principes. Rappelons qu'une charte, ce n'est pas un règlement intérieur de la structure, hein, c'est pas soumis à consultation des DP, enfin on peut le faire et envoyer à l'inspecteur du travail. Pour autant, on pourrait le faire pour lui donner une valeur juridique, mais c'est comme on établit pour certains des chartes informatiques. La charte de déontologie peut poser quelques grands principes de respect de certaines valeurs morales, de certaines valeurs juridiques, et c'est ce qu'on va essayer de poser. On a déjà commencé. Voilà, avec l'Office de tourisme de Lyon aussi. Voilà. Voilà, pour vous dire que c'est terminé. Et il fallait un petit dessin pour conclure. Ah oui, j'adore les dessins. Je préfère un petit smiley. J'étais un peu frustré parce que c'est vrai que sur les ordonnances de la loi travail, les dessins, c'était pas facile, ni sur la convention collective. Et pour vous dire surtout, je redis, Frédéric l'a dit, cet après-midi, Laurent se tient en atelier collectif à votre disposition. Je serai là aussi avec Florence pour répondre à toutes vos questions. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de répondre, c'est pas un entretien personnel en tête-à-tête pour répondre à une question qui vous concerne vous. C'est bien à partir d'une question qui concerne votre office, qui concerne votre structure, ou un point qui vous interpelle, de pouvoir faire, à partir d'une question précise, une réponse collective à tous ceux qui seront là. J'allais presque dire... Pour ceux qui ont déjà participé à des formations de directeurs qu'on a faites sur OTF ou en région, c'est un peu l'esprit.
L'idée, c'est vous faites partager vos interrogations et nous, on va vous répondre le mieux qu'on peut. C'est pas de faire de la consultation privée, ça n'a pas d'intérêt. C'est de s'amuser un peu avec vos questions et de faire des choses un peu vivantes, mais qui correspondent à vos préoccupations et d'en faire partager les groupes. C'est informel dans le concept qu'on a imaginé avec Florence et Jean-Pierre. Vous n'êtes pas tenu d'être sage avec votre stylo, votre crayon et votre gomme ou votre ordinateur si vous êtes plus moderne. Vous rentrez... ça, la gomme, Laurent, c'est une autre époque. Hein. Bah oui, moi je l'ai toujours, ça sert encore. Et non, l'idée, vous rentrez, vous arrivez, vous êtes avec votre café, votre question, vous repartez. Enfin, c'est de faire quelque chose un peu animé. Alors je ne sais pas à quelle heure ça commence, ça. Parce que moi tout à l'heure, on sera dispo déjà. À partir de 14h, 14h à 18h. Voilà, avant, donc à l'issue du repas, voilà, à l'issue du repas. On est de toute façon avec Florence à votre disposition après globalement même après l'intervention, hein. Donc vous voyez, vous avez besoin de nous, vous venez nous interroger, vous n'hésitez pas. C'est vraiment, on a tenu, enfin OTF a tenu, Jean-Pierre, son président, Christian Morizard et Christophe Marchais, le directeur, ont tenu à offrir ce service aux adhérents pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions là comme ça en direct à l'occasion de ce congrès. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à tous de votre écoute.